Bonjour, sénateur Tani. Bonjour Anne-Constance, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler évidemment politique et on va parler également foncier. Et avant de parler de politique au sens CMP, les arcanes du fonctionnement de nos institutions, je voudrais qu'on parle de ce décret que vous avez réussi à faire prendre à l'État et qui concerne évidemment l'un de vos sujets de prédilection, l'acquisition foncière. Ce décret, c'est un élément de plus qui vient en complément de ce que fait la CUF, en complément de tout ce qui est la commission d'urgence foncière, qui va encore apporter une solution supplémentaire. Ce décret permet, pour les gens qui ont un acte sous seing privé, soit de vente, soit de donation, soit de succession, ou un acte cadial, qu'ils n'ont pas pu enregistrer au livre foncier avant le 1er janvier 2008, parce qu'il fallait le faire, sinon ces actes n'avaient pas de valeur, eh bien, ce décret va permettre à ces gens de faire du rattrapage et, avec ces actes, de pouvoir prouver leur droit de propriété sur une parcelle de terre. Comment ça va se passer? Ça va se faire selon ce qu'on appelle la procédure accélérée au fond. La procédure accélérée au fond, c'est que, par exemple, je vous ai vendu une parcelle de terre en 2007, on n'a pas régularisé et aujourd'hui, vous n'êtes pas officiellement en possession de votre parcelle, eh bien, vous me convoquez au tribunal selon la procédure accélérée au fond, c'est-à-dire une forme de référé, mais ça va aussi vite, ça peut aller aussi vite qu'un référé et ça présente plus de garanties. Et vous me convoquez au tribunal et devant le juge, je dis, c'est vrai, j'ai vendu à Anne-Constance une parcelle en 2007, mais on n'a pas pu régulariser. Et là, c'est fini, le juge prend acte et le jugement devient un acte de propriété. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des risques? Alors, déjà, vous parlez dans les propos que vous avez tenus après la mise en place de ce décret de 70 000 parcelles qui pourraient être concernées, qui sont également celles concernées par la CUF et de la prescription acquisitive. Donc, ça va aussi aider la CUF à travailler plus vite, quelque part. Comment on fait, parce que parmi ces 70 000 personnes, familles, il y a des gens modestes, simples, comment ils vont faire pour le faire? Parce que pas facile d'aller au tribunal, c'est compliqué tout ça, ça fait peur un peu. C'est l'un des avantages parce que tout ça, ce sont des moyens, aussi bien le passage à la commission d'urgence foncière que ce nouveau moyen, c'est justement pour éviter de passer devant le notaire. Puisque cela a un certain coût. Et cette action est dispensée de l'obligation de l'avocat. Donc, quelqu'un peut faire cette procédure sans passer par avocat. Alors, c'est vrai que c'est tellement compliqué au tribunal que... c'est plus facile quand même un avocat. Voilà. Mais moi, j'ai envie de dire, compte tenu des enjeux, parce qu'avec une parcelle, la personne, elle va pouvoir emprunter à la banque, par exemple. Elle va pouvoir demander un permis et construire dans les règles. Donc, quelqu'un qui a ce projet pourrait inclure dans son projet le fait de faire cette action devant le juge. Cette action présente la garantie quand même, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais est-ce que des gens qui n'ont pas de droit ne vont pas en profiter pour frauder? Bien non, justement, c'est l'intérêt de passer devant le juge. Moi, quand j'avais demandé la création de la CUF, j'avais insisté pour qu'elle soit présidée par un magistrat ou une magistrate. Eh bien, voilà la preuve que la magistrate actuelle qui préside la commission de l'urgence foncière, c'est elle qui a proposé ce décret au fur et à mesure des travaux qu'elle a engagés. Et le fait de passer devant le juge, c'est une garantie supplémentaire contre les fraudes. Alors, un petit point, parce qu'effectivement, vous savez bien, je pense toujours au mal avant de penser au bien, il y a quand même des biais possibles. Prenons un exemple.
Je prends le cas de Koungou, la Poste, qui va être décasée prochainement. J'étais au tribunal administratif la semaine dernière et j'écoutais les avocats, l'avocat des plaignants qui voulaient faire annuler ce décasage. Il disait que les personnes qui habitaient sur le terrain, alors c'est vrai, c'est faux, j'en sais rien, en tout cas c'était ce que l'avocat disait. Il disait que certains d'entre eux avaient demandé à la CUF justement une mesure pour mettre en place une prescription acquisitive sur ces terrains qu'ils occupaient depuis extrêmement longtemps, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport à ça de freiner les aménagements nécessaires pour le bien de tous ? Dans un pays de droit, on ne peut pas de toutes les façons éviter la phase judiciaire. Mais la phase judiciaire, c'est une garantie. Et là, dans ce que va apporter de nouveau ce décret, au contraire, il n'y a pas de risque qu'il y ait de biais parce qu'à l'origine, il faut avoir un acte sous seing privé ou un acte cadial. La procédure accélérée au fond a aussi ceci de particulier que, on reprend notre exemple. Oui. Vous m'assignez et puis moi je viens, je dis, mais non, elle raconte n'importe quoi, je ne lui ai rien vendu. Là, le juge ne peut pas prendre de décision et il renvoie devant la formation collégiale où chacun va apporter plus de preuves et d'arguments. Quand ce n'est pas simple, quand ça n'a pas lieu d'emprunter la procédure simplifiée et facilitée, eh bien, le juge ne tranche pas. Et ça, c'est pour les cas où, par exemple, des gens ont acheté ou ont hérité en étant passés devant le cadi, se sont installés, ont construit, mais parce qu'ils n'ont pas senti l'obligation de régulariser officiellement, et par exemple, aujourd'hui, ils ne payent pas d'impôt foncier, eh bien, c'est une façon accélérée, simplifiée, en plus de la procédure devant la CUF, pour arriver à régulariser la situation. Donc en fait, si je comprends bien, le décret ne servira pas aux 70 000 en tout, il va servir à ceux pour lesquels il n'y a pas de problème en fait. On a un vendeur, un acheteur, tout le monde est d'accord, il y a un acte, il y a eu juste pour 1000 raisons du délai qui a passé, il n'y a aucun litige. On va voir le juge en disant voilà, moi je t'ai vendu, moi j'ai acheté, pouvez-vous nous aider? Le juge dit ok et hop. Exactement. Déjà, avec l'exemple de Koungou, c'est devant le juge administratif, oui. C'est pas devant le juge civil. Et la similitude entre cette nouvelle procédure et celle devant la CUF, c'est que en face, il y a une autorité qui arbitre et en cas de problème dit non, on ne peut pas emprunter cette voie, on va emprunter une voie qui permet aux gens de s'exprimer et chacun de défendre son droit. Merci de ces explications. Je pense que bah voilà, c'est très clair. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette situation, c'est-à-dire du simple, un vendeur, un acheteur, avant 2008, sous seing privé, alors que ce soit madame, monsieur ou le texte cadial, etc., ils ont envie de le faire. Juste une dernière question, ils vont voir qui? Ils vont faire la queue au tribunal? Non, il faut rédiger une assignation. Et c'est à partir du 1er mai que ça va s'appliquer. Il ne faut pas le faire maintenant. Les personnes peuvent même s'arranger et dire, prévenir, attention, je vais t'assigner en justice. Parce que ici, quand on entend justice, oui, tout le monde prend peur. Mais ils peuvent dire, je vais t'assigner en justice. Donc, n'aie pas peur quand tu vas voir l'huissier débarquer. Et puis, comme ça, ils conviennent même des délais pour pouvoir régulariser tout ça. Autre sujet, sénateur Tani, les élections internes chez Renaissance qui ont eu lieu là ces derniers jours et qui ont vu Roukia Lahadji largement élu. C'est la première fois que ça se produit. Oui, je tiens à féliciter Roukia Lahadji avec toute la liste dont moi je suis deuxième sur la liste. Oui, il y avait Hidaya également, Mahafidou. Tout à fait, c'est la démocratie qui revient dans la gestion de notre parti. C'est important les partis politiques parce que c'est avec les partis qu'on fait campagne, qu'on défend les politiques des uns des autres. Et là, cette fois-ci, ça se fait de façon démocratique. Ce n'est pas une nomination qui est décidée à Paris. Ce sont des élections qui ont eu lieu au niveau local. Et vous le savez, le chef de Renaissance, Stéphane Séjourné, va venir demain pour notamment fêter ça avec nous, mais aussi pour prendre la température
de l'île et nous aider à défendre cette collectivité. Et il sera sur le plateau le 23 à 7h. Forcément. Forcément. Il n'y avait pas que Roukia, il y avait deux listes. Il y avait la liste effectivement emmenée par Roukia, donc qui était du 100% Macron, je dirais. Et puis il y avait une liste aussi qui était une liste Renaissance Agir, emmenée par Mohamedi Madi Housseni, le maire de Chiconi. Oui, tout à fait. Et bien évidemment, qui est élu également d'ailleurs. Qui est élu et qui va siéger dans l'instance locale. Et sans préempter sur ce que va dire notre chef de parti, Roukia, je pense qu'elle va faire la proposition que voilà, nous sommes de la même famille, nous allons composer tout ça ensemble parce que autant il fallait des listes pour déterminer voilà, qui allait arriver en tête ou pas, autant voilà, c'est la même famille politique et c'est ensemble que nous devons construire ce département. Quand le parti d'Emmanuel Macron, qui s'appelait En Marche dans la précédente mandature, s'est mis en place, c'était un référent qui était nommé. C'est fini ce temps dictatorial ? Ce temps est révolu et c'est heureux parce que bon, comme je le dis, c'est toujours facile de tirer des conclusions après, mais on s'est rendu compte assez rapidement que les référents n'avaient aucune prise locale, étaient entre guillemets incontrôlables et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Nous, les militants, nous ne pouvions... Les élus également. Et pour peu que le référent ait des relations à Paris et aille raconter ce qu'il voulait à Paris, eh bien ici, il était impossible de faire bouger les choses. Et c'est une très bonne chose aujourd'hui que tout cela change et qu'on revienne à plus de démocratie. Alors, tout ça à quelque temps des élections sénatoriales, c'est aussi important de se mettre en ordre de bataille pour gagner ? Heureusement que je n'ai pas attendu ça pour commencer. Parce que effectivement, vous ne seriez pas encore sénateur. Là, ça aurait été. Non, vraiment, pour moi, vous savez, c'est le général de Gaulle qui a créé le système des partis actuels et il les avait réfléchis dans un dessin très particulier pour arriver aux élections. Chaque territoire a sa façon de faire de la politique, mais nous, ici à Mayotte, qui aspirons à être auprès du réacteur, jusqu'à présent ce sont les LR qui ont le mieux réussi cela, eh bien nous avons intérêt à avoir des partis solides, des partis structurés, au sein desquels il y a des débats d'idées et au sein desquels il y a des échanges démocratiques, parce que c'est ça qui peut contribuer à améliorer les situations. Sénateur Tani, Stéphane Séjourné qui arrive, donc vous avez dit il vient pour fêter la victoire avec vous, et je le comprends, c'est quand même une première fois qu'un dirigeant de Renaissance, enfin en tout cas du parti présidentiel, vient jusqu'à Mayotte pour un certain temps quand même, il reste 3 jours. C'est très important, c'est non seulement un dirigeant du parti majoritaire présidentiel, mais Stéphane Séjourné est aussi député européen. Oui. Et vous savez à quel point les sujets de l'Europe sont importants ici à Mayotte. Et c'est un moment, pour nous en interne, hyper important. Mais je pense aussi que pour Mayotte, c'est un moment important, comme à chaque fois qu'un dirigeant de parti de niveau national vient visiter notre département. Il va passer un temps, justement, dans son programme, dans son séjour, il va passer un temps, justement, sur les questions européennes. On sait que le GIP, l'Europe à Mayotte, est quand même en proie à quelques tensions. Oui. On a également cette autorisation de paiement sur le FEDER et le FSE que nous n'avons pas encore récupéré. Il semblerait que ça pourrait arriver prochainement, mais pour l'heure, c'est le ministère des Finances qui avance l'argent. Ce sont des sujets dont nous l'avons saisi, et ce sont des sujets qui vont être développés avec lui, et avec lui, nous allons demander qu'il nous aide. Il y aura aussi une séquence Erasmus pour les étudiants, pour les jeunes. Tout un programme, il va voir les forces de l'ordre. Il viendra vous l'expliquer mieux que moi ici dans quelques jours. C'est un moment important pour nous parce que le représentant national de ce parti présidentiel va venir lui aussi prendre le pouls et la température de notre île.
Dernière question, sénateur Tani, mais non des moindres. La réforme des retraites, le texte lamentablement a quitté l'Assemblée nationale. Je pense qu'on ne peut pas dire un autre mot. Il est arrivé au Sénat. Vous allez avoir le travail parlementaire que vous allez mener. On sait que la version définitive du texte, elle sera dans tous les cas celle qui sortira de la CMP, donc de la commission mixte paritaire. Est-ce qu'on a une chance, alors, qui est composée à la fois de sénateurs et de députés, est-ce qu'on a une chance qu'un parlementaire mahorais siège dans cette CMP? Alors déjà, moi, je voulais souligner le travail intelligent, l'opposition intelligente que nos députés ont pu mener au sein de l'Assemblée nationale en négociant des avancées avec le gouvernement. Et il y en a deux amendements. Et exactement. Et c'est ce travail qui devra être continué au Sénat. Très franchement, à mon avis, il y a peu de chances qu'il y ait un parlementaire mahorais. Pourquoi? Parce que vous l'avez expliqué tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il est de l'Assemblée nationale, mais moi, par exemple, qui souvent, dans le passé, ai assisté à des commissions mixtes paritaires, je siège à la commission des lois et non à la commission des affaires sociales, qui connaît de cette loi, de ce projet de loi sur les retraites. Mais à défaut d'y être, nous connaissons de part et d'autre des amis, des collègues à qui nous allons faire passer des messages. Mais avant la CMP, la commission mixte paritaire, nous, au Sénat, nous allons nous emparer du vote qu'il va y avoir à l'Assemblée nationale. Et même si les amendements de nos députés n'ont pas pu, de fait, être examinés, puisqu'ils sont après l'article 10 et à l'Assemblée nationale se sont arrêtés à l'article 3, il me semble, eh bien, c'est quand même de l'acquis qu'au Sénat, nous allons essayer encore plus d'enrichir. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les deux amendements qui sont donc des amendements du gouvernement co-signés par Estelle Youssoufa, oui, qui sont donc autour de l'article 10, oui, vous, votre travail, entre guillemets, une partie de votre travail de parlementaire sénatorial, oui, ça va être de récupérer ces amendements pour faire en sorte qu'ils soient maintenus, c'est ça? Oui, il faut absolument qu'on arrive à les intégrer dans le texte, parce qu'en CMP, en commission mixte paritaire, on ne discute que de ce qui a été intégré dans le texte. Donc, par le vote particulier qu'il va y avoir à l'Assemblée nationale, le gouvernement, je pense, il va quand même les intégrer dans le texte final, encore que je ne sais pas. Mais en tout cas, au Sénat, j'espère que les débats seront beaucoup plus constructifs que ceux auxquels on a assisté. Et en tous les cas, l'objectif est d'intégrer ces amendements, les améliorer si possible. Moi, je n'ai pas fini mes négociations, et de faire en sorte qu'ils soient conservés en commission mixte paritaire. Sénateur Tani, de manière générale, au Sénat, il n'est pas prévu que l'on revive le cirque épouvantable que l'on a vu à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de volonté d'obstruction, de déposer des milliers d'amendements, d'insulter les gens. Au Sénat, on a moins d'extrémistes. Au Sénat, on a, je crois, un sénateur rattaché RN, et on n'a pas de NUPES. Donc, on a d'autres... Des gens bien élevés, donc. On a d'autres collègues, je ne dirais pas, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais j'espère, parce que nous avons l'habitude de ça, que les débats iront à l'essentiel. Vous savez, on peut faire valoir ses opinions, on peut les défendre comme on veut, mais comment expliquer que le plus important de cette réforme était à l'article 7, et qu'en face, on est tout fait pour ne pas arriver à l'article 7. Moi, je ne comprends pas cette logique. Je crois que vous n'êtes pas le seul, hein. La France entière ne l'a pas compris, même les syndicats ne l'ont pas compris. Voilà, donc au Sénat, j'espère qu'on va éviter ça. Et on va tout faire pour discuter de l'essentiel de ce que attendent les Français. L'examen du texte commence quand? Mi-mars. Et il est prévu pour durer combien de temps? Il est prévu pour maximum 3 semaines. Dans le cadre de ce fameux article 47.1, c'est ça? Oui, mais je pense qu'on n'en aura pas besoin. On va s'autodiscipliner. Parce que vous êtes des gens bien élevés. Vous qualifiez, moi je décris. Merci, sénateur Tani, pour toutes ces explications. Puis à très vite alors. À bientôt, au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.